Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 sujets qui sont soumis en votation dimanche prochain, le 28 novembre 2021, en Suisse, au niveau fédéral. Il s'agit premièrement d'une initiative sur les soins infirmiers, deuxièmement d'une initiative sur la justice, et troisièmement d'un référendum sur la modification de la loi Covid. Alors vous savez qu'en juin passé, il y a déjà eu un référendum sur l'instauration de la loi Covid, mais cette loi a été modifiée et maintenant, le dimanche prochain, ça sera un référendum sur la modification de cette loi Covid. Cette vidéo s'inscrit dans la série de vidéos que je fais régulièrement pour présenter les sujets soumis en votation en Suisse, au niveau fédéral. Et d'habitude, je me contente de juste d'indiquer quels sont les sujets. L'idée, c'est que les Français en particulier, ceux qui n'habitent pas la Suisse et qui s'intéressent à la démocratie directe, puissent voir quel type de sujets sont traités en Suisse lors de ces référendums. Mais cette fois-ci, je vais détailler un peu plus les tenants et les aboutissants des sujets, de façon tout à fait incomplète, très brève et très lacunaire, mais quand même en dire assez pour qu'on puisse comprendre un tout petit peu la complexité de ces sujets et voir que finalement, si des gens votent sur ces sujets différemment qu'on aurait voté soi-même, c'est pas forcément parce que ce sont des imbéciles ou parce que ce sont des salauds ou parce qu'ils se sont fait enfumer par les médias, mais que soi-même, si on avait une perception un peu différente de quels sont les faits, et puis il faut reconnaître qu'il y a toujours ou qu'il y a souvent une incertitude sur les faits, si on avait soi-même une perception différente des faits et si on avait des préférences différentes, sans être pour autant un salaud, on pourrait tout à fait se retrouver à voter différemment. Et donc ça me paraît très important dans ces débats de... Évidemment, c'est une dispute, des gens ne sont pas d'accord et c'est important que les désaccords soient vraiment mis sur la table. Mais dans ces disputes, c'est important aussi de ne pas perdre de vue notre concitoyenneté, parce que sinon, ça fait le jeu de ceux qui vont simplement opposer les citoyens les uns aux autres. S'ils s'opposent sur des sujets, sur des idées, c'est tout à fait ce qui doit être. Mais si ça les oppose au point où ils se détestent les uns les autres, ça risque de faire le jeu de ceux qui veulent prendre le pouvoir sur le peuple. Donc le jeu des antidémocrates. C'est pour ça que je vais donc, sans du tout chercher à être exhaustif, donner un petit aperçu de la complexité de ces différents sujets. Et cet aspect pourra aussi intéresser les Suisses qui m'écoutent et qui peuvent aussi être tentés d'être polarisés. Et pour eux, il y a aussi un deuxième thème que je vais illustrer avec les sujets de votation de dimanche prochain. C'est la nécessité d'instaurer en Suisse un référendum législatif, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a l'initiative populaire, le RIC constituant, diraient les Français, qui permet à des citoyens de soumettre en votation populaire leur proposition de modification de la Constitution sur un sujet précis. Et c'est important de pouvoir faire ceci aussi, non seulement au niveau de la Constitution, mais au niveau des lois ordinaires. Mais je viendrai là-dessus plus tard, et pour l'instant, je commence avec le premier sujet. C'est une initiative citoyenne, un RIC constituant. Des citoyens soumettent en votation populaire leur proposition de modification de la Constitution sur le sujet précis des soins infirmiers. Et il y a 3 volets. L'un, c'est d'améliorer la formation, qu'il y ait davantage de formation des infirmiers en Suisse.
Le deuxième, c'est les conditions de travail des infirmiers, pour qu'après qu'ils sont formés, ils partent pas immédiatement ou ils partent pas trop rapidement, mais qu'ils aient des conditions de travail qui les incitent à rester. Et d'autre part, des conditions de travail qui permettent de fournir de bons soins infirmiers, donc des soins qui soient bons pour les patients. Et puis le troisième point, ça peut paraître un peu technique, c'est juste la possibilité pour les infirmiers disons, de facturer certains soins sans nécessairement passer par un docteur. Et donc il y a ces initiants, et puis le camp opposé, c'est au fond le Parlement est contre cette initiative, le Parlement et d'autres, et les arguments des opposants, c'est que le problème central, c'est le problème de la formation, et là, ils proposent un contre-projet indirect. Et un contre-projet indirect, donc pour résoudre ce problème de la formation, pour financer davantage de formation. Et un contre-projet indirect, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une initiative, le Parlement peut proposer un contre-projet. Il y a deux sortes de contre-projets. Il y a les contre-projets directs. Donc, lorsqu'il s'agit d'une initiative en Suisse, pour l'instant, c'est toujours pour modifier la Constitution. Et le contre-projet direct, c'est une autre proposition de modification de la Constitution. Généralement, ça va dans le sens des initiants, mais un peu moins loin. Et c'est proposé par le Parlement. Donc ça, c'est un contre-projet direct. Mais il y a aussi la possibilité d'un contre-projet indirect. Lui, il se situe au niveau des lois ordinaires. Et donc, c'est pas une modification de la Constitution, c'est une loi ordinaire qui entrerait en vigueur si l'initiative est rejetée. Et dans le cas de l'initiative sur les soins infirmiers, le Parlement a justement proposé un contre-projet indirect, c'est-à-dire une loi, et il s'agit là d'une loi pour la formation des infirmiers qui entrerait directement en vigueur si l'initiative était refusée. Et donc les opposants à l'initiative disent, ben voilà, pour ce qui est du point de la formation, on a déjà ce contre-projet indirect, et ils argumentent que le problème essentiel, c'est le problème qu'il n'y a pas assez d'infirmiers et le manque de formation. Et que par exemple, la question des conditions de travail, que les salaires sont probablement pas si mauvais que ça, mais que ce qui pose surtout problème, c'est qu'il y a relativement peu d'infirmiers par patient, ce qui fait que les infirmiers, durant leur journée de travail, ils ont énormément à faire, et que s'il y avait plus d'infirmiers, donc en faisant davantage de formation, bien ça résoudrait ce problème central dans les conditions de travail. Et puis, ils résolvent aussi le troisième point. Là, il n'y a plus de différence en fait entre le contre-projet et l'initiative, pour ce qui est de permettre aux infirmiers de facturer directement certains soins infirmiers sans passer par un médecin. Donc en gros, l'opposition entre les initiants et ceux qui sont contre l'initiative, c'est que ceux qui sont contre disent, ben voilà, vous soulevez un vrai problème qui est le problème de la pénurie d'infirmiers et de la formation des infirmiers, et ça on résout dans notre contre-projet. Et les initiants ont dit, oui, mais ça c'est un aspect seulement de notre initiative, et puis l'autre aspect c'est sur les conditions de travail, y compris les salaires, et ça doit aussi être pris en compte, et c'est pour ça qu'il faut voter pour notre initiative. Et l'autre argument des opposants, c'est de dire que ces points sur les conditions de travail, c'est pas des choses qui doivent être réglées au niveau fédéral, parce que l'État fédéral ne possède pas d'hôpitaux, il n'engage pas d'infirmiers. Les hôpitaux, quand ils sont en main publique, ils sont en général en main cantonale, et c'est donc les cantons qui engagent des infirmiers.
Et donc, c'est à eux à gérer ces questions de conditions de travail. Donc, dans un État fédéraliste où c'est pas simplement toujours le centre qui décide de tout, il y a la question de savoir à quel niveau il faut pour chaque décision, à quel niveau il faut le décider. Et là, les opposants à l'initiative disent que c'est au niveau cantonal et donc pas au niveau fédéral. Donc, c'est pas l'objet d'une initiative fédérale. À quoi les éditions répondent que eh bien, la Confédération légifère sur beaucoup de choses et ça serait approprié qu'il légifère aussi sur les soins infirmiers. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous mets en description le lien sur un débat. D'abord un lien sur la brochure du Conseil fédéral pour ses votations du 28 novembre 2021, où vous trouverez donc des informations sur tous les sujets, et puis aussi plus spécifiquement un débat sur Infrarouge, c'est une radio, une télé publique romande, où vous trouverez un débat entre les éditions et les opposants à cette initiative. Le deuxième sujet, c'est l'initiative sur la justice, et là l'idée c'est que les juges du tribunal fédéral, ils sont un peu moins de 40. Et le tribunal fédéral, c'est la plus haute instance juridique en Suisse. C'est la Cour suprême suisse. Et bien que désormais, ces juges ne soient plus choisis par le Parlement, mais tirés au sort. Et les arguments, c'est que actuellement, comme ils sont choisis par le Parlement, en fait, les partis se divisent, finalement, les différents juges. Et ils essayent, au fond, de faire une représentation des juges qui soit un peu calquée sur la représentation au Parlement. Et ça a pour conséquence que ça fait un lien étroit entre les juges et les partis, que notamment un juge qui n'appartiendrait à aucun parti aurait beaucoup de difficultés à être choisi par le Parlement parce qu'il ne serait pas soutenu par un parti au Parlement. Et puis, d'autre part, ce lien partisan, disons, pourrait affecter les décisions des juges surtout que non seulement ils sont liés au parti, mais que périodiquement, ils doivent être renommés. Donc, s'ils n'ont pas donné satisfaction, ils risquent de ne pas être reconduits, reproposés par le parti et peut-être éventuellement donc pas élus par le Parlement. Ce n'est pas les partis eux-mêmes qui décident pour leurs propres représentants, ils proposent leurs propres représentants et c'est le Parlement dans son ensemble qui décide. Donc si un parti trouve qu'un juge n'a pas bien suivi sa ligne, ça ne veut pas encore dire que le Parlement refusera de reconduire. Et en fait, il y a eu très peu de cas de refus de reconduire un juge. Mais la pression est là, et même si elle n'a pas conduit à ce pas ou rarement, je ne me souviens plus, mais enfin très très rarement, si c'est le cas, conduit à ce qu'un juge ne soit pas reconduit, ça fait quand même une pression, et probablement que les juges se comportent de sorte à être reconduits. Donc voilà, ça c'est les arguments des initiants. Et ceux qui sont contre l'initiative, ils disent que c'est un bon système qui fonctionne bien et que, au fond, le Parlement, c'est une sorte de représentation du peuple, d'autant plus qu'en Suisse, le Parlement est élu à la proportionnelle. Donc, une représentation du peuple, et puis ensuite, on a au juge du tribunal fédéral une sorte aussi de représentation des forces politiques qui se trouvent au Parlement. On peut aussi facilement veiller à ce qu'il y ait une bonne représentation pour les différentes régions linguistiques ou sur d'autres critères. Donc, et puis, surtout, l'argument que par ce processus, on choisit
les juges les plus compétents, alors que si on tirait au sort, disent les opposants, les juges ne seraient pas forcément compétents. À ceci, les initiants répondent que les juges ne seraient pas tirés dans la population générale, tirés au sort dans la population générale, mais ils seraient tirés au sort parmi un groupe donc, de personnes qui ont les qualifications. Et donc c'est des personnes qualifiées qui seraient qui pourraient être tirées au sort pour devenir juges, et puis notamment des personnes qualifiées qui n'appartiennent à aucun parti, alors que ces personnes-là sont maintenant exclues d'entrée de jeu. Donc voilà les arguments. Sur les autres deux sujets de votation pour dimanche prochain, je ne vais pas vous dire ce sur quoi je vote parce que ce n'est pas le rôle de cette chaîne de rentrer dans des sujets de politique concrète, mais sur ce sujet-là, le tirage au sort des juges, ça c'est très lié quand même à la démocratie. Là, je peux me permettre, disons, de vous dire ce que je vais voter. Je vais voter pour le tirage au sort, mais je dois vous dire que je suis pas, disons, c'est pas un vote avec un enthousiasme à 100%. Et ceci pour deux raisons. La première est liée à comment on définit le cercle des personnes qui peut être tiré au sort pour devenir juge au tribunal fédéral. Et là, c'est le Conseil fédéral qui désignerait une commission, et cette commission définirait définirait le cercle des personnes pouvant être tirées au sort selon certains critères qui sont indiqués, mais qui doivent être précisés par le Parlement. Donc il y a un grand flou sur comment sera défini le cercle des personnes pouvant être tirées au sort. Et le deuxième point qui me fait souci, c'est que les juges ainsi tirés au sort seraient tirés au sort à vie. Pour être tout à fait précis, ils pourraient rester jusqu'à 5 ans après l'âge officiel de la retraite. L'âge officiel maintenant en Suisse c'est 65 ans, donc actuellement ça ferait jusqu'à 70 ans. Donc il serait très difficile de ne pas il n'y aurait pas de reconduction, ils n'auraient pas besoin de périodiquement être renommés, et donc ce serait très difficile de les enlever de leur poste s'ils font mal leur travail. Et l'initiative prévoit bien deux cas, en cas d'incapacité ou en cas de façon extrêmement flagrante de mal faire son travail, mais ça reste des cas extrêmement exceptionnels. Et grosso modo, le juge, une fois tiré au sort, il aurait plus ou moins carte blanche. Et ça, au fond, c'est la question qui me préoccupe pour ce qui est des tribunaux, qui me préoccupe encore davantage que comment sont choisis les juges, c'est le fait que, à mon avis, les juges devraient appliquer la loi et non pas faire la loi. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai de quelques ébauches d'idées, je soumettrai à votre réflexion quelques ébauches d'idées sur comment on pourrait changer les choses pour que véritablement les juges appliquent la loi plutôt que faire la loi, mais tout en prenant en compte tous les enseignements pratiques qu'ils peuvent recueillir en appliquant la loi. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour moi, c'est la question centrale, le problème central concernant la justice. Donc, c'est pas avec un enthousiasme à 100% que je voterai pour le tirage au sort, et je pourrais tout à fait imaginer en pondérant un peu différemment les autres éléments,
de cette thématique, je tombe sur une autre décision ou que je décide de m'abstenir parce que je trouve qu'il n'y ait pas l'un des deux systèmes qui soit nettement supérieur ou significativement supérieur à l'autre. Mais dans l'état actuel de ma réflexion, je voterai pour le tirage au sort des juges au tribunal fédéral. Le troisième sujet, c'est la loi Covid, ou plus exactement la modification de la loi Covid. Et là, finalement, le thème, c'est surtout lié au passeport Covid et puis aussi au tracing, donc cette possibilité de suivre les contacts que les gens ont eus, donc la modification de la loi Covid donne au Conseil fédéral davantage de possibilités sur suivre les contacts entre les personnes. Et ça, pour les initiants, la crainte, c'est finalement une dérive totalitaire. Et ceux qui s'opposent à l'initiative, ceux qui défendent la loi Covid et la modification de cette loi Covid, plus exactement, eh bien ceux-là estiment que l'épidémie rend ces mesures nécessaires et que le risque de dérive totalitaire n'est pas bien grand. Donc, vous voyez que là, la question de savoir si on est pour ou contre la modification de cette loi Covid, elle va dépendre à la fois de comment on perçoit la situation factuelle, et puis d'autre part, de préférence. Alors factuellement, y a la question de risque de dérive totalitaire, mais là, des personnes raisonnables peuvent avoir des idées divergentes sur le risque de dérive totalitaire. L'autre point où il peut aussi y avoir des désaccords factuels sur quels sont les faits, c'est sur l'aspect sanitaire. Et là, il y a deux dimensions. Une dimension, c'est la gravité de la maladie, dans quelle mesure elle est mortelle, dans quelle mesure elle se propage, etc. Et puis, il y a aussi des questions sur l'efficacité et les dangers des mesures prises, et en particulier du vaccin. Est-ce que le vaccin lui-même, premièrement, dans quelle mesure est-ce qu'il permet de réduire le risque d'être contaminé? Dans quelle mesure est-ce qu'il réduit le risque, étant contaminé, de propager cette contamination? Et dans quelle mesure il réduit le risque d'une maladie grave et de finir aux soins intensifs, par exemple, ou même simplement à l'hôpital. Et donc, dans quelle mesure ce vaccin est utile, et puis dans quelle mesure aussi il est dangereux, est-ce qu'il a été bien testé, est-ce qu'il y a des dangers, et est-ce qu'il y a des dangers soit à court terme, soit est-ce qu'il y a des dangers à plus long terme, est-ce qu'il y a lieu de craindre à des dangers à plus long terme. Et là, on pourrait dire, pour toutes ces questions qui sont très factuelles, on pourrait se reposer sur la science, mais il y a, donc, suivez la science, qui veut dire suivez ce que disent les scientifiques, ou le consensus scientifique. Mais là, il y a deux problèmes, c'est que sur certaines questions, la science n'a pas de réponse, et par exemple, les effets à long terme du vaccin ou les effets à long terme du Covid, les effets à 10 ans, on ne peut pas les connaître parce que le Covid-19 et puis le vaccin, ils n'existent pas depuis 10 ans, donc on n'a pas de base expérimentale factuelle pour dire exactement quel sera l'impact à long terme. Donc il y a des points sur lesquels la science ne peut simplement pas à l'heure actuelle répondre. Et puis l'autre question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on fait confiance à la science, aux scientifiques, parce que des fois on parle de la science, mais finalement derrière, il y a des scientifiques qui sont des humains comme les autres, qui ont aussi leurs intérêts et leurs idéologies. Et
et ces intérêts, ces idéologies risquent de contaminer leur recherche de la vérité. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues, par exemple, même dans des revues scientifiques comme le Lancet, on a vu qu'il y avait des publications basées sur des données complètement farfelues, mais qui ont été publiées, donc qui ont passé le contrôle par les pairs, ce qui montre que ce contrôle n'est pas toujours très sérieux, et que de toute façon, on sait qu'il y a en sciences, en psychologie par exemple, en médecine, même dans des études qui ont l'air très expérimentales ou très, disons, très factuelles, il y a une crise de la réplicabilité, et c'est pas vraiment étonnant parce que quand il y a un papier qui est soumis à des pairs avant d'être publié, ces pairs ils vont pas répliquer l'étude, ils vont juste la regarder grosso modo et se faire une idée et dire s'ils trouvent que c'est bon ou mauvais. Donc, bon, il y a ces études qui ont été discréditées. Il y a aussi ces combats d'ego que l'on voit entre scientifiques. Donc, on voit bien qu'il y a autre chose. Ça peut être des égos, mais ça peut aussi être des intérêts, par exemple, de l'industrie pharmaceutique qui peut aussi influencer ce que disent certains scientifiques. Et donc c'est devenu, lors de cette crise Covid, particulièrement clair que la science n'est pas juste quelque chose d'éthéré qui est la recherche de la vérité, où même si les individus ne sont pas parfaits, le processus est tel que ça converge quand même vers quelque chose de parfait. Non, il peut tout à fait y avoir des groupes d'intérêt qui dominent et qui biaisent le processus scientifique. Mais l'exemple qui me paraît le plus clair, c'est sur l'origine du Covid. Donc, vous savez qu'il y a une théorie que ça vient de la nature, peut-être en passant par un marché aux animaux. Mais il y a une autre possibilité, c'est que ça vienne d'un laboratoire chinois, ou peut-être même d'un autre laboratoire, que ça vienne d'un laboratoire. On sait qu'il y a, enfin moi je l'ai appris à cette occasion, je ne savais pas avant, qu'il y a des recherches qui sont faites qui consistent à rendre le virus, à faire des virus particulièrement virulents et particulièrement méchants, disons pour être plus général, et avec l'idée que on les fait avant que la nature nous les envoie sur la tête, et comme ça, en les faisant avant, on apprend à les combattre. Et bon, ça peut partir d'une bonne intention, mais qu'est-ce qui se passe si par malheur, un de ces super virus sort du laboratoire, s'échappe du laboratoire? Et là, il y a un danger, et bon, personnellement, je n'étais même pas conscient de l'existence de ces recherches. Et en tout cas, on ne nous a pas demandé notre avis si on trouvait que c'était des risques qui valaient la peine d'être pris avec le bénéfice potentiel que ça peut avoir, ou bien est-ce qu'on pensait que c'était des risques insensés. Et donc, il y a ces recherches qui sont faites. Et au début de l'épidémie, il y a eu vraiment en masse une levée de boucliers des scientifiques qui ont dit non, ça ne peut pas venir d'un laboratoire, c'est complètement exclu. Et après, évidemment, les médias ont répercuté ça, et les réseaux sociaux ont interdit, sur Facebook, c'était par exemple dans les conditions d'utilisation, que c'était interdit d'en parler. De parler donc de l'hypothèse que ça puisse venir d'un laboratoire. Donc ça veut dire que la discussion, elle est entre scientifiques, mais aussi en dehors de la science, elle est simplement censurée. Parce que ces scientifiques ont dit au départ que c'était pas possible, que ça vienne d'un laboratoire. Et bon, maintenant la censure elle est finie parce que depuis que Biden a dit qu'il fallait examiner ça plus à fond, Facebook par exemple a changé ses conditions d'utilisation et maintenant on a le droit d'en parler. Ce qui pose la question de savoir qui c'est qui a le droit de décider de quoi on a le droit de parler. Mais on voit donc qu'on est
Bon, premièrement, c'était tout à fait délirant de la part de ces scientifiques de dire que c'était une possibilité exclue. Et au fond, il y a pas mal de raisons de penser que c'est une possibilité tout à fait réelle. Et c'est particulièrement important de savoir d'où ça vient pour deux raisons. Premièrement, parce que pour la prochaine épidémie, si jamais celle-ci elle était causée par un virus échappé d'un laboratoire, ben, ça serait bien que la prochaine ne provienne pas de la même source. Et puis l'autre chose, c'est qu'au début, surtout, on connaissait très mal le virus et ça aurait été très utile, si au cas où il venait d'un laboratoire, de savoir comment il avait été créé pour connaître ses propriétés et donc pour mieux savoir comment le combattre. Et il y a eu donc une levée de bouclier des scientifiques, mais évidemment, il y avait un conflit d'intérêts parce que des scientifiques voulaient faire ce genre de recherche et puis que si on commençait à dire que ces recherches étaient dangereuses, que peut-être que le Covid lui-même provenait d'un laboratoire qui faisait ce type de recherche, et bien évidemment, ça aurait pénalisé leur recherche, peut-être que interdit dans le monde leur recherche et que ça, ils ne le voulaient pas. Donc ils avaient un conflit d'intérêts. Parfois, le conflit d'intérêts est encore plus clair que ça, dans le sens que parmi les scientifiques qui ont été dans l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont allés en Chine pour voir ce laboratoire à Wuhan, il y avait des gens qui étaient en lien proche avec ce laboratoire. Donc un conflit d'intérêts particulièrement direct, encore plus direct dans ce cas-là. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas simplement dire il faut croire ce que racontent les scientifiques. Alors c'est bon, on ne peut pas croire tout ce que disent les scientifiques, il faut réfléchir nous-mêmes. C'était d'ailleurs intéressant en janvier 2020 de voir qu'un philosophe comme Michel Onfray était sur un plateau de télé face à un médecin et d'autres, et lui qui n'a pas de formation médicale ou biologique était capable de se rendre compte que si en Chine il faisait un lockdown, ça serait assez raisonnable de ne pas juste laisser rentrer comme ça ces Chinois dans nos pays. Pour lui, c'était évident. Apparemment, pour les médecins, pour les spécialistes, c'était pas clair. Donc, des fois, le simple bon sens fait des merveilles et est supérieur aux connaissances des scientifiques. Premièrement, parce qu'elles sont très si vous, par exemple, cette réflexion-là, si vous êtes un hyper spécialiste de la biologie et de la médecine, c'est en dehors du champ, au fond, purement biologique, et vous n'allez pas forcément faire vous-même cette réflexion. Puis deuxièmement, vous pouvez avoir, comme je venais de le dire tout à l'heure, des conflits d'intérêts. Donc tout ça pour dire que c'est pas si clair de savoir quels sont les faits, il suffit pas de croire ce que disent les scientifiques. On ne peut pas non plus simplement penser que c'est exactement toujours le contraire de ce que disent les scientifiques, même si ils nous ont essayé de nous enfumer sur la question de l'origine du virus. C'est possible que ce qu'ils nous disent sur l'efficacité des vaccins et les dangers des vaccins soit correct, disons. Donc, c'est pas juste une boussole à l'envers où simplement chaque fois qu'elle dit le nord, il suffit de dire que c'est très exactement le sud. Voilà, donc tout ça pour dire que des personnes raisonnables peuvent avoir des avis divergents sur quels sont simplement les faits concernant les faits sanitaires et les faits et les risques de dérives totalitaires liés à la question du Covid. Puis ensuite, il y a encore la question des préférences, c'est-à-dire que même si on était d'accord sur la question sanitaire, je pense que c'est clair, dans les cas extrêmes sont clairs, c'est-à-dire que si les mesures sanitaires n'ont aucun effet ou si le virus n'est pas très dangereux, tout le monde dira qu'il ne faut pas obliger les gens, ou même si on ne les oblige pas faire des pressions si fortes comme c'est fait avec
le pass Covid pour les contraindre ou les pousser extrêmement fortement, et parfois si fortement que ça ressemble à de la contrainte, à se faire vacciner. Si par contre c'est une maladie extrêmement grave, que le vaccin est relativement efficace, sans être efficace au point où si on l'a pris, on est sauvé, on risque plus d'avoir la maladie. Alors à ce moment-là, il suffit de vacciner ceux qui veulent l'être et puis s'ils sont protégés. Mais s'ils ne sont pas complètement protégés, mais que la protection est suffisante pour que l'épidémie ne devienne pas, ne se propage pas, que finalement une personne qui a la maladie le donne à moins qu'une personne et que comme ça, quand il y a un feu épidémique quelque part, il s'éteigne de lui-même. Mais que la maladie, laissée à elle-même, se propagerait très vite et serait très mortelle. Je crois que là aussi, tout le monde serait... Enfin, je ne veux pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens, et je crois une très 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 large majorité, seraient d'accord pour dire que la vaccination devrait être dans ce cas obligatoire. Donc dans les deux cas extrêmes, je crois qu'il y a une très large majorité qui serait d'accord, mais on n'est pas dans ces cas extrêmes. Et puis, où c'est qu'il faut mettre exactement la limite ? Eh bien, ça dépend des préférences des gens, et des gens peuvent mettre, des personnes raisonnables peuvent mettre la limite à différents endroits. Tout ça pour dire que ces trois sujets sont relativement complexes, et si quelqu'un a une autre opinion que vous sur ces sujets, ne le traitez pas immédiatement d'imbécile ou de salaud, ou ne supposez pas immédiatement qu'il a simplement été enfumé par les médias. Ceci dit, je vous suggère très fortement de ne pas trop regarder les médias avant une votation. Il faut surtout regarder la brochure du Conseil fédéral, qui inclut aussi les avis de ceux qui sont contre le Conseil fédéral, et puis regardez les débats. Donc je vous mets des liens de débats en description. Regardez les débats, où il y a les deux côtés qui présentent leurs arguments et qui débattent. Et ne vous laissez pas trop enfumer par les éditorialistes des grands médias. Bon, les grands médias, ils ne sont pas toujours mauvais. Comme je vous le dis, ces débats, dans les liens, vous trouvez ceux d'Infrarouge, c'est la radio publique, c'est la télé publique romande, donc c'est un grand média à l'échelle suisse. Pour terminer, j'aimerais souligner deux raisons liées à ces sujets de votation qui plaide pour instaurer en Suisse un droit d'initiative, non seulement pour modifier la Constitution telle que ça existe déjà, mais aussi pour modifier des lois ordinaires. Et le premier point, c'est par rapport à l'initiative sur les soins infirmiers. Et là, on voit cet argument que je trouve pas acceptable, de dire oui, acceptez le contre-projet parce qu'il rentrera tout de suite en vigueur, tandis que si vous acceptez l'initiative, eh bien, ça prendra du temps. Et ça est particulièrement difficile à comprendre parce que finalement, le contre-projet, il fait la partie formation, je l'ai expliqué tout à l'heure, une partie de ce que demande l'initiative. Donc on pourrait dire, si l'initiative passe, eh bien la partie que prend déjà en charge au niveau d'une loi ordinaire le contre-projet indirect, eh bien cette partie-là est déjà faite. Donc il n'y a pas de raison de dire que ça prendrait du temps. Ça prendrait peut-être du temps pour faire le reste, un peu de temps encore, mais cette partie-là, elle est déjà faite. C'est une partie de ce que demande l'initiative. Et là, il y a une sorte de chantage de la part des parlementaires qui disent oui, on a fait cette loi-là, mais si l'initiative passe, eh bien, ça tombe, et puis il faut tout recommencer, et puis on ne vous garantit pas qu'on fait quelque chose d'aussi bien. Donc il y a une sorte de chantage à ne pas mettre en œuvre la décision populaire. Contrairement à ce qu'on prétend, la pression de l'initiative a poussé le Parlement à faire quelque chose qu'il ne fera pas, du moins pas dans cette mesure, une fois que l'initiative sera adoptée. Et ce chantage, il ne pourrait pas avoir lieu si le peuple avait la possibilité de faire lui-même la loi ordinaire. On a sur la table un contre-projet complet qui entrera en vigueur directement si l'initiative est rejetée, alors que si l'initiative est acceptée, eh bien le contre-projet passe à la poubelle. Évidemment, d'un point de vue purement formel, comme il peut modifier la Constitution, il peut toujours mettre dans la Constitution une loi ordinaire. Donc, en théorie, il peut le faire, mais
quelque part, ce serait... c'est pas comme ça que ça devrait être fait. C'est-à-dire que si on ne devrait pas mettre une loi ordinaire dans la Constitution, et comme c'est pas ça qui devrait être fait, si quelqu'un propose ça, il y a beaucoup de chances que ce soit refusé, non seulement par ceux qui ne sont pas d'accord avec cette proposition de loi, mais aussi par ceux qui sont d'accord, mais qui ne veulent pas l'avoir au niveau constitutionnel. Donc ça me paraît très important qu'on puisse lancer un référendum pour modifier la loi. Et dire, les éditions pourraient alors à ce moment dire, on lancera, si l'initiative passe et que les parlementaires ne veulent pas simplement garder la loi qu'ils ont déjà préparée, eh bien on reproposera exactement la même loi immédiatement par une initiative au niveau de la loi ordinaire. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport à la loi Covid, à la modification de la loi Covid. Et là, ça se passe exactement la même chose qu'en juin. C'est-à-dire que la loi Covid contient des questions sanitaires, notamment le pass sanitaire. Et c'est là-dessus que qu'il y a l'opposition des initiants. Et puis, il y a des aides financières pour ceux qui sont touchés par les entreprises notamment, ou bien par les travailleurs qui sont touchés par les mesures prises suite au Covid. Et ces mesures financières, elles sont contestées par personne. Mais elles sont dans la même loi. Et puis, alors c'était ça en juin, et puis ensuite elle a été modifiée, mais il y a eu des modifications sur les deux aspects. Et donc la modification de loi sur laquelle on vote dimanche prochain, elle concerne les deux aspects. Mais dans les deux cas, la contestation, elle ne porte pas sur les aides financières, elle porte uniquement sur l'aspect sanitaire, sur les mesures sanitaires. Et j'aurais trouvé correct de la part du Parlement de distinguer les deux choses. Maintenant, on peut toujours discuter, c'est-à-dire c'est la question de l'unité de matière. On ne doit pas le peuple ne doit pas être mis en situation de devoir donner une seule réponse à plusieurs questions différentes. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'on appelle plusieurs questions différentes? Est-ce que les mesures financières et les mesures sanitaires doivent être considérées comme deux questions différentes? Dans un sens, oui, puisque c'est deux plans complètement différents, mais les deux sont en rapport quand même avec le Covid, donc on peut à la limite argumenter que ça satisfait le principe d'unité de matière, de mettre les deux choses ensemble. Quoique ça aurait été quand même correct de la part du Parlement, sachant que le débat, enfin le désaccord portait pas sur l'aspect financier, mais uniquement sur l'aspect sanitaire. Ça aurait été correct de le faire, le diviser en deux, de façon que les opposants puissent faire le référendum uniquement sur l'aspect sanitaire et pas sur l'aspect des aides financières. Mais bon. Ça, à la limite, c'est acceptable. Ce que je trouve pas du tout acceptable, c'est quand on vient dire, alors que les initiants disent explicitement qu'ils sont pas contre, qu'ils n'ont rien contre les aides financières, on vient dire que si le référendum était accepté, donc si la modification de la loi Covid était refusée, s'il n'y avait pas cette modification, mais elle serait refusée aussi les aides financières qui sont ajoutées dans ces modifications. Et ça me paraît absolument pas correct, sachant que les initiants ne contestent nullement ces aides financières. On a, Estelle Rova l'a montré, 70% de cette loi qui concerne les aides financières. Comment vous voulez que le Parlement et le Conseil fédéral, si c'est non, se disent bon tant pis, le peuple en voulait pas, mais on va revenir avec des aides. Donc c'est impossible. Et ça, c'est aussi une sorte de chantage qui est effectué en disant si vous acceptez pas, effectivement, c'est peut-être à cause des mesures sanitaires que vous acceptez pas, mais vous perdrez aussi les mesures financières. Et là, ce problème serait résolu si le Parlement avait été plus correct. Mais on ne peut pas non plus s'attendre ou espérer que le Parlement soit correct. Il faut avoir des institutions qui permettent, même quand les gens ne sont pas corrects, que les choses tournent bien. Et pour ça, il faut qu'on puisse lancer un référendum sur une partie d'une loi et pas sur la loi, pas seulement sur la loi
dans son entier. Donc qu'on puisse toujours, comme actuellement, faire un référendum sur une nouvelle loi, mais aussi sur une partie d'une loi. Et là, s'il y avait eu ce référendum de ce type, eh bien, les éditions auraient pu faire le référendum uniquement sur les alinéas qui les gênaient et pas sur la totalité qui comprend aussi les aides financières. Donc ça me paraît une deuxième raison vraiment importante d'introduire un référendum au niveau, une possibilité de référendum au niveau des lois ordinaires. Et puis la dernière, c'est que, mais là c'est plutôt en rapport avec la votation de juin, beaucoup de choses se trouvaient non pas dans la loi Covid, mais déjà dans la loi sur les épidémies. Beaucoup de bases utilisées pour les mesures sanitaires. Et comme en Suisse, le référendum ne porte que sur les nouvelles lois, et que cette loi sur les épidémies, elle est passée depuis longtemps, et bien c'était plus possible de modifier la loi sur les épidémies. Et ça, c'est problématique, parce que, bon, effectivement, au moment où elle a été créée et modifiée, etc., la loi sur les épidémies avait cette possibilité de référendum. Donc il y a eu à un moment donné cette possibilité de référendum, mais peut-être qu'à l'époque, on n'imaginait pas tout ce qu'on allait extraire de cette loi, comment elle allait être interprétée, et que maintenant, à l'expérience, on aurait peut-être envie de modifier sur certains points cette loi sur les épidémies. Alors on peut toujours faire une modification au niveau constitutionnel qui obligerait ensuite, enfin faire une initiative pour modifier la Constitution d'une façon qui rendrait la loi sur les épidémies plus conforme à la Constitution et exigerait donc une modification de la loi sur les épidémies. Mais une façon quand même un peu plus directe, ça serait de permettre au peuple de proposer directement une modification, par exemple de la loi sur les épidémies, mais de façon plus générale, une modification d'une loi qui existe depuis longtemps et pas simplement de faire des référendums sur les nouvelles lois. Donc ça me paraît très important, d'autant plus que si on fait le passage par la Constitution, il y a toujours l'intermédiaire du Parlement, et c'est pas du tout sûr que le Parlement fasse vraiment ce que le peuple a demandé, et la meilleure façon que la loi corresponde à ce que le peuple a demandé, c'est que le peuple ait la possibilité d'agir directement sur la loi. Donc ça me paraît très important d'instaurer ce référendum, cette possibilité de lancer un référendum sur les lois, au niveau des lois existantes, et pas seulement des nouvelles lois, et sur une partie d'une loi. Voilà, donc ça c'est un point qui concerne peut-être plus particulièrement les Suisses. Pour les Français, vous voyez que d'avoir le rite constituant, c'est vraiment très important, ça permet de faire des choses. C'est pas encore forcément le paradis. Premièrement parce que il y a toujours des disputes, parce que ça change pas le fait qu'on se dispute sur le Covid, sur les soins infirmiers et sur différentes choses. Ça structure, ça permet simplement au peuple de décider. Ça, c'est un premier point. La démocratie, c'est pas un endroit où tout le monde est d'accord. C'est un système qui permet aux citoyens de se disputer entre eux, et puis ensuite, à la fin, c'est la majorité qui décide. Et le deuxième point, c'est que il y a encore, même en Suisse, qui est bien en avance sur d'autres pays en matière de démocratie, il y a encore des progrès à faire. Mais justement parce que le peuple a le rite constituant, il peut initier ces progrès. Il peut, par exemple, instaurer, s'il le souhaite, ce référendum au niveau des lois ordinaires. Et c'est d'après ce que j'ai compris, quelque chose une initiative dans ce sens va être lancée l'année prochaine. Voilà, une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour vous parler des 3 sujets soumis en votation au niveau fédéral en Suisse dimanche prochain, ce 28 novembre 2021.